Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de l'Écho à contre-courant où aujourd'hui nous allons parler de la réforme de l'université avec Faiza Azarwala qui est notre spécialiste de l'éducation et de l'enseignement supérieur à Mediapart et deux invités. Éric Baird, vous êtes maître de conférence à l'université de Bordeaux et Léonard Moulin, vous êtes chercheur à l'INED. Tous deux, vous êtes membres des économistes atterrés. Vous publiez une note sur l'université, une note qui s'intitule « En marche vers la destruction de l'université ». Donc qui fait le point notamment sur la réforme actuelle prévue par le gouvernement de l'enseignement supérieur. Mais avant d'en venir à cette réalité de la réforme de l'enseignement supérieur prévue par le gouvernement actuel, vous faites un peu l'historique de cette réforme, je dirais sa généalogie, et vous montrez également le cadre idéologique dans lequel cette réforme s'effectue. Ce cadre idéologique, vous le décrivez comme finalement l'application des règles néolibérales à l'enseignement supérieur. Oui, c'est ça. Effectivement, la logique actuelle, elle s'inscrit dans une démarche qui est assez ancienne en fait. On parle de nouveau monde, de nouvelles politiques, mais en fait on est dans un cadre qui a repris de la vigueur au début des années 80, ce cadre donc dit néolibéral, avec dans le cadre de l'enseignement et du savoir, l'application de la théorie dite du capital humain, qui est en fait ni plus ni moins que d'essayer d'appliquer la logique rationnelle, la logique de l'homo economicus à des domaines qui jusque-là restaient en dehors du marché. Donc l'éducation en est le plus parfait exemple. Je disais que c'était aussi une logique qui a une trentaine d'années, parce que les pays en développement ont connu ça très largement via les politiques dites d'ajustement structurel sous l'égide de la Banque mondiale notamment à partir des années 80. Donc rien de nouveau. Mais justement, vous expliquez que le gouvernement a la volonté d'introduire cette logique néolibérale à l'université. Pourquoi précisément à l'université, sachant que l'objet de celle-ci, c'est de former les jeunes. Donc comment est-ce que la logique néolibérale peut s'articuler à ce qu'est l'université ? C'est de cesser de faire de l'enseignement, du savoir et donc du passage à l'université un moment où on va acquérir un savoir qui va être utile à la collectivité, mais où chacun vient pour investir individuellement dans l'éducation avec la volonté d'en retirer, d'en avoir un retour sur investissement plus tard en termes de revenus, en termes de bien-être. Donc c'est ça cette logique du capital humain. C'est introduire l'individualisation des parcours, on le verra avec les réformes en cours, et de ne plus considérer l'université ou la production du savoir comme un bien public, mais un bien individualisable, un bien privé que chacun va essayer de faire fructifier égoïstement dans son coin pour en retirer, comme je disais, pour avoir un retour sur investissement. Donc dans votre note, vous retracez donc toutes les offensives à l'œuvre depuis des décennies à l'université et vous pointez particulièrement la loi LRU comme étant le péché originel qui a permis justement de mener l'université peu à peu vers la réforme qui est aujourd'hui mise en œuvre. Quelle responsabilité cette loi a-t-elle dans ce long délitement ? Alors, la LRU est la première loi votée à l'été 2007. En catimini, elle était en plein mois d'août 2007, après l'élection de Nicolas Sarkozy, alors qu'elle n'était pas du tout prévue dans la campagne électorale, ça n'avait pas été un enjeu. Et cette loi donc, met le premier coin dans le fait de voir le savoir comme un bien public et de le transformer en bien privé. Mais il faut voir que ça, c'était déjà à l'œuvre antérieurement. Le premier acte, c'est la LRU en 2007, mais quelques années auparavant, on cite déjà un rapport de Philippe Aghion et Elie Cohen en 2004, un rapport pour le Conseil d'analyse économique, qui anticipé, qui prévoyait, qui organisait les étapes à suivre. Alors, en étant des étapes progressives, évidemment, il ne fallait pas y aller trop fort pour pas embraser l'université, comme il disait à l'époque. Et donc, les étapes pour arriver à introduire ce modèle-là. Donc, la loi LRU, effectivement, est la première pierre
le socle à partir duquel aujourd'hui Emmanuel Macron consolide et s'engage plus précisément dans cette voie-là. Pour compléter le propos, si on reprend ce qu'est vraiment le néolibéralisme, en fait, c'est une logique normative qui vise à transformer la société, d'une part en universalisant plutôt le modèle de l'entreprise pour gouverner les choses, et puis en institutionnalisant le marché pour réguler les choses économiques. Et en fait, ce qu'on a avec la LRU, qui était exactement dans le rapport à Guillaume Cohen, comme l'a souligné Éric Baird, c'est la première pierre à l'édifice de passer par le marché, c'est-à-dire de mettre les individus en concurrence les uns avec les autres, de mettre les universités en concurrence les unes avec les autres, de mettre les enseignants-chercheurs en concurrence les uns avec les autres. Et à partir de là, on a eu une série d'initiatives qui ont vu le jour depuis 2007, qui s'inscrivent dans cette logique. Plusieurs choses qui étaient citées dans le rapport à Guillaume Cohen, c'est par exemple la création d'initiatives d'excellence. Donc on a eu les IDEX, les LABEX, on a eu la création, toujours citée dans ce rapport, de grands pôles d'excellence, donc c'est les communes aujourd'hui. On a eu la sélection qui est en train de voir le jour, qui était déjà dans ce rapport, l'introduction de frais d'inscription de manière différenciée en fonction des établissements, des types d'étudiants, était déjà dans ce rapport. En fait, tout ça est déjà écrit en 2004 et se réalise à partir de 2007 avec la LRU et prend vraiment forme aujourd'hui. Alors justement, le projet de loi actuel du gouvernement, le projet de loi ORE, Orientation et réussite des étudiants, je crois, est une forme d'aboutissement de cette longue histoire. Alors en quoi justement pour vous c'est la marche forcée, on va dire, vers la destruction de l'université ? En fait, il y a deux choses dans cette réforme. Premièrement, il y a la réforme du baccalauréat, et puis il y a la loi ORE qui a introduit la sélection à l'université. La réforme du baccalauréat, en fait, elle fait que chacun devient, alors pour paraphraser Foucault, l'auto-entrepreneur de soi-même. C'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants désormais de se construire un parcours dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire de choisir leurs options très tôt au lycée, à l'âge de 15-16 ans, pour qu'ensuite ils puissent postuler dans les filières universitaires en fonction des attendus qui sont définis au niveau national et puis qui sont déclinés localement. Et donc, par exemple, on voit que dans certaines filières de sciences humaines et sociales, on demande des compétences en mathématiques, c'est-à-dire d'avoir suivi quelques modules supplémentaires en classe de première ou terminale en mathématiques. Et en fait, ça introduit des inégalités entre étudiants à partir du moment où certains étudiants, en fonction de leur origine sociale, n'ont pas conscience que pour aller faire de la psychologie ou de la sociologie, on a besoin de suivre une option de mathématiques en première et terminale. Et en fait, on va voir s'accentuer, ce qui existe depuis très longtemps en enseignement primaire et secondaire, qui est la reproduction, et qui est le fait que les classes supérieures peuvent très tôt adopter des stratégies pour leurs enfants pour leur permettre de réussir. Voilà, ça c'est la réforme du baccalauréat. Et par ailleurs, il y a également cette question des lettres de motivation et des CV que les jeunes terminales doivent fournir. Et là, on sait que ça met en évidence tous les biais sociaux possibles, parce que celui qui n'aura jamais fait de séjour linguistique ou d'activité extrascolaire, sera évidemment désavantagé. Totalement. Le fait de demander un CV, une lettre de motivation à un jeune ou une jeune de 18 ans est quand même juste en fait ridicule. Ils n'ont pas le droit de travailler avant un certain âge, et là on leur demande en fait de raconter ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire juste leur collège, leur lycée. Donc ce qu'ils vont pouvoir mettre en plus, c'est effectivement toutes les stratégies qui peuvent être développées par les classes supérieures, des séjours linguistiques à l'étranger, le fait d'avoir été par exemple scout, tout simplement, d'avoir mené des projets à vocation humanitaire ou ce genre de choses, et qui ne sont pas des choses que les classes populaires mettent en œuvre. Et donc ça, forcément, le CV, la lettre de motivation, va induire des inégalités, et par ailleurs, la réforme introduit des inégalités sur les choix qui sont faits. On sait très bien qu'à niveau scolaire équivalent, ça a été prouvé dans bon nombre de travaux scientifiques, on ne fait pas les mêmes choix en fonction de son milieu social. Et là, on va faire exactement la même chose en proposant aux étudiants d'avoir 10 vœux non hiérarchisés. On sait qu'il va y avoir des vœux qui vont être restreints par les étudiants en fonction de leur origine sociale, et on le voit en fait déjà dans les universités, dans certaines filières,
où on n'a plus du tout les mêmes étudiants qui postulent, alors que la réforme vient d'être lancée, quoi. Oui. Et donc voilà, on voit les premiers effets. L'autocensure joue déjà son rôle. Oui. Elle joue pleinement son rôle et elle va que s'accentuer et on va avoir un effet à terme aussi, forcément, de polarisation entre universités, entre des universités qui arrivent à décliner des attendus très hauts et à attirer les meilleurs étudiants. Et qui vont parfois même baisser un peu artificiellement leur capacité d'accueil pour éviter, pour pouvoir sélectionner réellement. Voilà, exactement. Et puis à l'inverse, on aura de l'autre côté des universités qui seront obligées, parce que les recteurs dans chaque académie vont leur demander d'accueillir les étudiants qui n'ont pas de place, et donc qui vont se retrouver, on va vraiment avoir une université à plusieurs vitesses, comme c'est déjà le cas maintenant en quelque sorte. On a quelques universités qui, en adoptant des statuts dérogatoires, en mettant en place des diplômes d'université qui leur permettent de faire payer les étudiants et de sélectionner, font déjà un peu jeu à part, mais on va avoir cet effet se renforcer encore plus avec la loi pour la réussite des étudiants. En fait, on va avoir quelques pôles d'excellence, tu le rappelais, les IDEX, les initiatives d'excellence, et les LABEX, les laboratoires d'excellence. Voilà, qui sont délivrés par des commissions. Voilà. Et puis on a donc quelques pôles d'excellence où l'État maintenant va cibler l'attribution des moyens et va délaisser de plus en plus largement la majorité des universités qui n'auront pas eu la chance d'être déclarées excellentes. Et donc, effectivement, là, l'excellence a toujours un prix dans l'imaginaire. Ça veut dire, quand on sélectionne, c'est l'excellence, et quand on paye plus cher, c'est l'excellence. Or, je rappelle quand même que l'université, dont les droits d'inscription sont encore très faibles, ça risque de ne pas durer malheureusement, et où tout le monde a le droit de tenter sa chance, jusqu'à présent, c'est quand même le lieu où on délivre le plus haut diplôme universitaire. Il faut quand même rappeler que l'excellence, elle se fait là aussi. Mais ce qui se dégage aussi de votre note, c'est que finalement le système, on l'a laissé pourrir jusqu'à expliquer que finalement la réforme est la seule solution. Le gouvernement se défend encore des mois après tous ces débats d'instaurer la sélection à l'université. Or, pour vous, évidemment, il n'y a aucun doute, c'est bien un système sélectif qu'on met en œuvre. Il n'est pas seulement question de mieux accompagner les étudiants comme l'explique le gouvernement dans toutes ses interventions. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Vidal, qui est ancienne présidente de l'Université de Nice d'ailleurs, a beau se livrer à des contorsions sémantiques toujours plus audacieuses. À partir du moment où vous dites le bac ne suffit plus pour rentrer à l'université, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement que de la sélection. À partir du moment où vous dites pour rentrer à l'université, il faudra justifier de telles compétences, etc., etc. Donc vous faites un choix. Alors on nous dit évidemment, on ne sélectionnera pas, parce que le problème identifié, c'est que les bacs professionnels, par exemple, ont un taux d'échec important en première année. Certes, mais plutôt que d'essayer de mettre des moyens pour les accompagner et les remettre à niveau, on va mettre des attendus. Alors on ne va pas dire les bacs professionnels n'ont pas le droit de venir à l'université, mais on va mettre des attendus qui vont être faits de telle manière que ça sera rédhibitoire pour ces jeunes-là. Il y a aussi le chiffre qui a été abondamment cité de 60% de taux d'échec en première année de licence pour les étudiants. Or ce chiffre a été démonté, mais malgré tout, il continue de circuler. L'idée des 60%, c'est magique. Dans les 60%, on met des étudiants qui sont dans des situations très différentes. Un étudiant qui va redoubler, il est dans les 60. Mais un étudiant peut redoubler sa première année pour X ou Y raison et ensuite faire des parcours brillants, il n'y a aucun problème, on en voit tous les jours à l'université. Dans les 60% d'échecs, on inclut les étudiants qui vont se réorienter. Donc, écoutez, oui, ils se sont trompés, ils ont pensé que le parcours qu'ils avaient choisi initialement était le bon, et puis au final, non. On instaure bien un droit à l'erreur maintenant fiscal pour les exilés fiscaux. On pourrait conserver un droit à l'erreur pour les étudiants. Donc eux, ils sont là-dedans. Et puis on a effectivement une proportion, mais qui en fait est assez faible, de gens qui sortent
qui sortent du système universitaire. Mais est-ce que pour autant, ça signifie que l'année qu'ils auront passée à l'université a été une année qui est complètement inutile, etc. On a par exemple des étudiants qui souhaitent passer des concours de la fonction publique et qui donc suivent une année, la première année à l'université, qui en fait leur sert un peu à préparer ces concours-là. Bon, ben, ces étudiants ensuite passent leur concours, ils ont peut-être leur concours, ils vont réussir, ils vont s'engager dans la voie professionnelle qu'ils voulaient, mais ça c'est considéré comme un échec. Donc derrière ce chiffre des 60% qui est agité pour faire peur, bien évidemment, il y a quand même des réalités. Et puis c'est encore une façon de voir l'enseignement supérieur d'un point de vue uniquement utilitariste, c'est-à-dire la réussite à la fin. Enfin, la réussite à la fin de la première année. Bon, mais il y a autre chose, on acquiert autre chose à l'université qui se fait sur du plus long terme. Alors pour vous, la conséquence de cette réforme, c'est inévitablement cette hausse des frais d'inscription que vous évoquez dans votre note. Alors inévitablement, oui, dans la mesure où on observe que dans un certain nombre de pays qui ont introduit la concurrence, qui ont introduit la sélection des étudiants, et on observe qu'à terme, on a une augmentation des frais d'inscription. Et aujourd'hui, ce scénario paraît d'autant plus plausible que que le gouvernement a mis au point tout un certain nombre de stratégies visant à introduire la sélection à partir de chiffres plus ou moins faux, celui des 60% d'échecs en licence qu'on avançait tout à l'heure et que Éric Baird a montré en quoi il pouvait être démonté, mais également on voit qu'on a mis au point un système, on a introduit la sélection à partir d'APB à partir des dysfonctionnements d'APB, mais en fait qui concernaient moins de 1% des étudiants. Et donc les frais d'inscription forcément vont être mis en œuvre sur la base de l'argument qui consiste à dire que les universités manquent de moyens. Après avoir dit les universités manquent de places, au lieu de construire des places supplémentaires, comme ça a été fait par exemple avec le plan U2000, il y a une vingtaine d'années maintenant, qui a créé 8 universités de plus, et bien là on va dire, puisque c'est ce qu'on constate dans les universités manquent de moyens, mettons en œuvre des frais d'inscription. Et cet argument, en fait, c'est un des nombreux arguments qui est utilisé pour mettre en place des frais d'inscription. Et il est assez marrant parce que ce qu'on observe dans les pays qui ont mis en place des frais d'inscription, c'est qu'il est faux. C'est que lorsqu'on fait payer les étudiants, on n'a pas plus d'argent pour l'enseignement supérieur. Et ça, notamment parce que on a un désengagement de l'État qui suit l'augmentation des frais d'inscription. Par exemple, au Royaume-Uni, on a eu une baisse des dotations de l'État pour les établissements de l'ordre de 18% entre 2005 et 2008, pendant que les dépenses des ménages augmentaient de 54%. Et donc, au final, on n'a pas plus d'argent pour les étudiants. Pareil, dans le même ordre d'idée, on a des mécanismes d'accompagnement qui peuvent se révéler très coûteux pour les étudiants. Toujours au Royaume-Uni, on estime qu'entre un tiers et la moitié des prêts qui sont effectués ne seront jamais remboursés par les étudiants à la suite de l'augmentation du taux de défaut sur la dette étudiante. Et pareil, alors, quelque chose qu'on a observé pour le coup en France et qui avait été dénoncé à l'époque par la Cour des comptes, qui était le fait qu'à Sciences Po Paris, lorsqu'il y a eu une augmentation des frais d'inscription en 2003, on a eu des recettes qui sont passées de 5 à 25 millions d'euros. Et dans le même temps, on a vu se développer un vrai système de primes totalement opaque pour les enseignants et toute une partie de cadres supérieurs et de cadres intermédiaires de Sciences Po, et dont on peut en fait questionner l'effet que ça peut avoir sur la qualité de l'éducation. Et par ailleurs, l'une des solutions qui est fréquemment invoquée par différents acteurs de la communauté universitaire, c'est de créer des places pour notamment absorber le boom démographique qui était largement prévisible, le boom démographique du début des années 2000. Mais cette solution n'est pas retenue par le gouvernement. Est-ce que, tout simplement, créer des places supplémentaires, cela coûte si cher que cela ? Alors ça coûte cher à très court terme. Par contre, il faut voir quelles sont les retombées de l'éducation. Et donc, si on considère qu'avoir plus d'étudiants diplômés permet de mieux vivre en société, de développer une culture commune, de produire un savoir critique, parce que c'est ça aussi l'université. L'université, le but, c'est que les enseignants-chercheurs qui y travaillent
produisent un savoir critique et qu'ils le transmettent non seulement aux étudiants, mais qui ruissellent dans l'ensemble de la société. Et là, à partir de ce moment-là, si on considère plus seulement les retombées individuelles et marchandes de l'enseignement supérieur, mais qu'on considère sa dimension collective et non marchande, à ce moment-là, non, ça coûte pas cher du tout. On sait que pour 1 euro investi dans l'éducation, on en retrouve 3 ou 4 fois plus, plusieurs dizaines d'années après. Donc non, ça coûte pas cher. C'est un choix qui peut encore être mis en œuvre, parce qu'on a, entre 2015 et 2025, une augmentation de 350 000 étudiants en enseignement supérieur. Mais pour ça, en fait, il faudrait juste recruter davantage d'enseignants-chercheurs, davantage de personnel technique et administratif, et créer des nouvelles universités. Et est-ce qu'on a une estimation du coût que cela aurait, tout cela ? Pas à ma connaissance, mais c'est relativement... il faut regarder ce qui s'est fait, par exemple, en 1990, avec le plan U2020, quand on a créé 8 universités. Quel était le coût d'une telle mesure, mais c'est pas... c'est large... l'état des finances publiques en France fait que c'est largement possible de le mettre en œuvre. C'est un vrai choix politique. On peut se priver de 19-20 milliards d'euros par an avec le CICE, on peut se priver de 5 milliards d'euros avec la réforme de l'ISF et la fameuse flat tax sur les capitaux. Donc rien qu'avec ces 20-25 milliards, on pourrait faire énormément de choses très utiles au niveau des universités et de l'enseignement de façon générale. Pour conclure, on peut dire quand même que cette réforme de l'université, elle prend son sens dans une réforme, dans une stratégie plus générale du gouvernement, qui est celui d'une marchandisation de la société à tous les niveaux. On le voit au niveau du logement, on le voit au niveau de la réforme de la SNCF, on le voit à plusieurs niveaux, du marché du travail, etc. Pour vous, il y a vraiment une sorte d'offensive générale, on va dire, sur ce créneau de la marchandisation croissante de la société. Ah oui, là, ce qui est assez symptomatique, moi ce qui me frappe dans toutes les réformes engagées par Emmanuel Macron, c'est le caractère, on a l'impression qu'il gère une entreprise. Quoi. Il a recruté ses députés sur CV et entretien d'embauche. On a l'impression qu'on va faire la même chose avec des lycéens qui sortent de seconde, où, en sortant de seconde, ils vont devoir, puisque les séries du bac vont disparaître et vont devoir choisir dans un menu plusieurs options, des majeurs, des mineurs, et donc se construire, c'est ça, on construit un parcours à la carte. Alors bon, entre parenthèses, on se demande à quoi servent les enseignants dans ce cas-là, si construire son parcours à l'école et à l'université, c'est comme aller faire ses courses au supermarché, je prends un peu de ça, je prends un peu de ça. On sait généralement que les étudiants ont des stratégies de contournement et d'évitement dans ces cas-là et que c'est jamais très très productif. Bon. Mais les lycéens, c'est pareil, les lycéens, on a l'impression que là on instaure le recrutement comme dans une entreprise. Vous mettez un CV, une lettre de motivation, et puis on va vous recruter comme ça. Ce qui n'a, comme l'a rappelé Léonard, ça n'a aucun sens de demander un CV à un gamin de 17-18 ans. Une lettre de motivation également, quand on sait qu'il y a un beau marché du coaching qui est en train de... Du coaching privé. Pour à peu près 500 €, vous avez les entreprises qui se chargent de tout pour vous. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et puis on peut le dire aussi, les universités n'ont absolument pas les moyens de traiter ça. Donc les lettres de motivation, les CV ne seront pas regardés dans la grande majorité des entreprises. Lapsus révélateur, mais dans la grande majorité des entreprises, parce que tout simplement, on reçoit plusieurs milliers de dossiers. Impossible, matériellement, c'est impossible en termes de temps et en termes de moyens. C'est impossible à faire. Et on nous demande par ailleurs de classer. Ça, c'est là aussi la grande idée. Alors, c'est pas uniquement Emmanuel Macron, parce que c'est plus ancien, mais là, on a une accélération dans cette voie-là où il faut classer tout le monde, il faut évaluer, juger, noter tout le monde. Ça devient assez délirant. Et les universités, pareil. On est dans la même logique que celle qui prévaut avec le classement de Shanghai, qui explique aussi la dérive vers cette vision très utilitariste des choses. Et là, pour les étudiants eux-mêmes, on est dans cette logique vraiment très...
entrepreneuriale, si on peut dire, où on a l'impression que chacun est libre de construire son parcours, donc de valoriser son capital humain, comme on disait au début, et puis pour faire fructifier tout ça. Mais il faut bien voir que derrière cette offensive, qui est très cohérente, la réforme du bac menée par Jean-Michel Blanquer et la réforme de l'université sont tout à fait complémentaires et tout à fait cohérentes et vont exactement dans le même sens, mais sont assez dramatiques, sachant qu'on pourrait bien évidemment faire totalement autrement. À vous entendre, tous les ingrédients de la contestation sont présents. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment donner lieu à un vrai mouvement ? Alors, les étudiants, ils ont bien compris. Au niveau des gouvernements, toujours, on plaide pour le déficit pédagogique, donc ce qui veut dire que soit les gens sont totalement idiots et comprennent rien, soit nos gouvernants sont pas très bons, puisqu'ils sont pas capables d'expliquer. Bon. Mais les étudiants, ils ont très bien compris la réalité des choses. Le fait qu'on se dirige vers une université, de la reproduction sociale, alors ça existe évidemment en partie aujourd'hui, mais on va amplifier ce phénomène-là. Donc la méritocratie, entre guillemets, que l'on vante à longueur de temps, elle va pas être dans ce modèle-là. Et la prochaine étape, il faut être bien conscient que la prochaine étape, et là les étudiants, je pense, le comprennent aussi, c'est la hausse des frais d'inscription. Parce que non, mais non, en France, ça se fera pas, ça se fait déjà. Des diplômes d'université, dans des masters, si vous voulez être recruté dans le master, dans tel master, vous devez suivre le module, un diplôme d'université qui, lui, est à X milliers d'euros. Je crois que c'est à Assas, il me semble, dans le papier, on citait un diplôme d'université de l'ordre de 17 000 euros, quelque chose comme ça. Bon. Donc il y a déjà ça. Le risque, c'est que ça se généralise, cette histoire des frais d'inscription. Et donc du coup, là, on va gérer avec les frais d'inscription vient la question de la dette étudiante. Parce que là aussi, on voit ce qui se passe aux États-Unis, ce qui pourrait arriver en France à une échéance plus ou moins lointaine. Mais plus près de nous, au Royaume-Uni, la conséquence au Royaume-Uni, quand ils ont triplé les frais d'inscription en première année, qui a dépassé les 5 000 euros, je crois, voire même peut-être plus, eh bien vous avez tout un tas de jeunes qui ne pouvaient plus accéder à l'université. Il y a même maintenant des universités, une des universités à Londres, qui sont inquiètes parce qu'elles se demandent si elles ne vont pas être vraiment trop en difficulté, voire fermées, parce qu'elles n'ont plus assez d'étudiants. Donc on a tout ça, ce management néolibéral, et puis la dette étant un merveilleux instrument pour acheter ou contraindre et avoir des étudiants dociles. Donc avant qu'on passe totalement dans ce système-là, les étudiants et ont bien compris qu'on voulait les emmener dans une voie qui était une impasse. Éric Baird, Léonard Moulin, merci beaucoup d'être venu nous expliquer votre point de vue sur la réforme de l'université. Vous retrouverez la note sur le site de Mediapart et nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission de l'Écho à contre-courant. Merci et au revoir.